Elle faisait la vaisselle en chantant, sans savoir qu'il observait. Le patron millionnaire, hypnotisé, ne pouvait détacher son regard. La mélodie simple réveilla en lui des souvenirs qu'il avait tenté d'oublier. Et là, entre les vers et la mousse, commençait quelque chose qui allait tout changer. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Élodie chantait pour son verre de vin bon marché, comme si elle jetait des sorts silencieux contre la fatigue du monde. La cuisine louée n'était pas la sienne, mais pendant quelques minutes, elle devenait un refuge. Son patron millionnaire, qui aurait dû être absent comme toujours, l'observait depuis la porte, immobile, comme s'il avait trébuché sur un tableau, vivant qu'il ne savait pas s'il devait interrompre ou collectionner. Thomas Leclerc était un homme d'excès silencieux, excès de travail, de patrimoine, de solitude. Propriétaire d'une des plus grandes sociétés immobilières de Paris, il vivait dans une demeure à Neuilly-sur-Seine qui ressemblait davantage à un musée d'architecture contemporaine qu'à un foyer. Le silence n'était brisé que par les pas des employés, qui se déplaçaient comme des ombres pour ne pas le déranger, jusqu'à ce qu'Élodie arrive, apportant avec elle une présence impossible à ignorer. La fatigue dans ses yeux n'éteignait pas la lumière qui débordait de ses paroles, de son chant, de ses gestes. Thomas l'observait, fasciné par la façon dont elle transformait des ingrédients simples en plats qui racontèrent des histoires. « Cette tarte aux bananes est une recette de ma grand-mère », expliqua-t-elle, sans se rendre compte que son patron l'observait. Elle disait que la nourriture sans histoire est comme une musique sans paroles. Et puis elle recommença à chanter doucement, une mélodie qui parlait de rivière et de nostalgie. Thomas entra dans la cuisine, la faisant sursauter. « Excusez-moi, monsieur Leclerc, j'ai presque terminé, » dit-elle, gênée d'avoir été surprise dans son moment intime. Il fit un geste distrait de la main. « Continuez, je vous en prie, votre voix s'accorde bien avec l'odeur de la cuisine. » C'était la chose la plus proche d'un compliment qu'il parvenait à formuler après des années à ne parler que de chiffres et de contrats. « Vous allez bien ? Vous semblez fatigué ?» demanda Élodie, surprenant les deux par son audace. Personne ne demandait à Thomas Leclerc comment il allait. Les gens l'interrogeaient sur ses projets, ses investissements, ses décisions, jamais sur lui. « Je vais bien », répondit-il automatiquement, pour se corriger aussitôt. « En fait, non. Je ne dors pas correctement depuis des semaines. » Ce fut la première confession de nombreuses qui suivraient. Élodie lui servit un morceau de tarte encore chaude et s'assit à la table de la cuisine, un territoire neutre où, pendant quelques instants, il n'était pas patron et employé, mais simplement deux personnes partageant le poids invisible qu'ils portaient sur leurs épaules. Le lendemain, le téléphone sonna tôt. C'était Marie, la secrétaire de Thomas. « Élodie, il y a eu une erreur. Vous avez été engagée pour la maison du docteur Thomas Martin, pas de monsieur Thomas Leclerc. Nous essayons de résoudre ce problème depuis hier quand nous avons remarqué l'erreur. » Élodie sentit son estomac se nouer. Elle avait besoin de ce travail. Elle ne pouvait pas se permettre de perdre du temps avec des erreurs administratives. « Combien de temps ai-je » demanda-t-elle, pensant déjà aux engagements qu'elle avait pris sur la base de ce salaire. « Monsieur Leclerc a demandé que vous restiez jusqu'à nouvel ordre », répondit Marie avec une note de curiosité dans la voix. Il était inhabituel que Thomas repousse les décisions, surtout quand il s'agissait de quelque chose d'aussi trivial que l'embauche d'une employée. Élodie raccrocha et respira profondément. Quelque chose dans cette maison la dérangeait. Le luxe ostentatoire contrastait avec le vide émotionnel qui flottait dans l'air. Les tableaux parfaitement alignés sur les murs semblaient plus remplir une fonction décorative qu'exprimer un quelconque goût personnel. C'était comme si Thomas Leclerc vivait dans un décor, pas dans un foyer. Pendant qu'elle préparait la table pour le petit déjeuner, Élodie regarda par la fenêtre et vit son patron marcher seul dans le jardin, parlant au téléphone. Il y avait quelque chose de profondément solitaire dans sa silhouette, avec ses costumes impeccables et sa posture rigide. Comment quelqu'un possédant tant pouvait-il sembler avoir si peu? Ses pensées furent interrompues par le bruit de la sonnette. C'était Sophie, la sœur d'Élodie, qui apparut sans prévenir. « J'avais besoin de te voir, » dit-elle, les yeux inquiets et les mains tremblant légèrement. Élodie sentit son cœur se serrer. Les épisodes revenaient, et elle ne savait pas combien de temps elle avait, avant que la situation ne s'aggrave. Mais comme toujours,
Elle sourit et serra sa sœur dans ses bras, essayant de transmettre une assurance qu'elle ne ressentait pas. « Viens, allons discuter dehors », suggéra-t-elle, guidant Sophie vers l'arrière de la maison où une petite pergola offrait de l'ombre. Elle ne voulait pas que Thomas la voie ici. Pas encore. Sa vie personnelle et professionnelle devaient rester séparées, surtout maintenant que son emploi ne tenait qu'à un fil. Thomas, cependant, revenait de sa promenade précisément par ce chemin. En voyant Élodie avec une inconnue, il hésita. Il y avait quelque chose dans son expression, un mélange de protection et de préoccupation qui l'intrigua. Il décida de prendre un autre chemin, respectant ce moment qui, clairement, ne lui appartenait pas. Mais l'image resta gravée dans son esprit. Élodie, toujours si composée et sûre d'elle dans la cuisine, semblait maintenant vulnérable et effrayée. Ce soir-là, en servant le dîner, Élodie semblait distante. Thomas le remarqua, mais ne fit aucun commentaire. Il avait appris au fil des ans que certaines distances ne devaient pas être traversées. Cependant, quand elle renversa accidentellement un verre de vin, tachant la nappe blanche de rouge, il vit les larmes qu'elle essayait de contenir. « Ce n'est qu'une nappe », dit-il, avec une gentillesse qui les surprit tous les deux. Certaines taches s'enlèvent facilement. D'autres, il laissa la phrase en suspens, comme s'il parlait de blessures bien plus profondes que cette marque rouge sur le tissu blanc. Élodie acquiesça, reconnaissante pour cette compréhension inattendue. « Merci », murmura-t-elle, commençant à ramasser les morceaux de verre. Ses doigts tremblaient légèrement et elle respirait profondément pour se contrôler. Il y avait plus d'éclat dans sa vie qu'elle ne pouvait en ramasser seule, plus de tâches qu'elle ne pouvait nettoyer. Thomas l'observa en silence, ressentant une connexion inexplicable avec cette femme qui était entrée dans sa vie par erreur. Tous deux portèrent des fardeaux invisibles. Tous deux menèrent des batailles silencieuses. Et dans cet instant fugace, il réalisa que, peut-être, il n'avait pas besoin d'être seul dans cette lutte. Ce n'était que le début d'un voyage, qui les changerait à jamais. Sophie réapparut le lendemain matin, cette fois plus agitée. Élodie la trouva à la porte de service, parlant rapidement de voix et de messages cachés. « Ils sont partout, Élodie, dans les murs, dans les miroirs, même dans la nourriture », disait-elle, les yeux écarquillés de terreur authentique. Élodie ressentit le poids familier de l'impuissance. Les médicaments ne fonctionnaient plus comme avant, et les consultations avec le psychiatre étaient trop chères pour son budget serré. Elle prit les mains de sa sœur, essayant de l'ancrer dans la réalité. « Je suis là, Sophie, personne ne te fera de mal, je te promets. » Thomas, qui était descendu chercher un livre qu'il avait oublié dans le salon, s'arrêta en entendant les voix. Il n'avait pas l'intention d'espionner, mais quelque chose dans l'urgence du dialogue le maintint immobile. « Il faut que tu prennes tes médicaments, Sophie, s'il te plaît, » suppliait Élodie. « Je vais trouver un moyen d'obtenir plus de consultations, je te jure. » Il s'éloigna silencieusement, troublé par la douleur évidente dans la voix d'Élodie. Il y avait là un secret qui expliquait beaucoup de choses. La fatigue permanente dans ses yeux, la façon dont elle économisait chaque centime, l'urgence avec laquelle elle avait accepté le travail même en sachant que c'était une erreur. Cet après-midi-là, alors qu'Élodie préparait le déjeuner, Thomas entra dans la cuisine avec une enveloppe à la main. « Votre avance, dit-il, la posant sur la table, et une prime pour votre dévouement exceptionnel. » Avant qu'elle ne puisse protester, il ajouta « Ce n'est pas de la charité, Élodie, c'est une reconnaissance. » Elle regarda l'enveloppe, partagée, entre la fierté et le besoin. « Merci, dit-elle finalement, la gratitude et le soulagement évident dans sa voix. Cela m'aide beaucoup. » Ce qu'elle ne dit pas et n'avait pas besoin de dire, c'était que cet argent signifiait quelques semaines de plus de stabilité pour Sophie, quelques nuits de plus de sommeil tranquille. En rangeant l'enveloppe, Élodie remarqua un éclat sous le canapé du salon. En se baissant pour mieux voir, elle découvrit un délicat bracelet en or avec un pendentif en forme de papillon. Il était manifestement coûteux et semblait avoir une valeur sentimentale. Sans hésiter, elle le prit et le mit dans sa poche. Elle le remettrait à Thomas plus tard. Mais quand il arriva pour le dîner, quelque chose dans son expression fermée la fit hésiter. Il semblait préoccupé, distant. « Un problème ?» demanda-t-elle en servant la soupe. Thomas fit un geste vague de la main. « Rien d'important, juste des souvenirs qui reviennent quand on s'y attend le moins. » Élodie décida de ne pas mentionner le bracelet à ce moment-là.
Il y avait quelque chose dans sa vulnérabilité momentanée qui la toucha. Peut-être valait-il mieux attendre un moment plus approprié, quand il serait plus réceptif. Elle rangea l'objet dans son sac, se promettant de le lui rendre le lendemain. La nuit avançait, et Élodie se préparait à partir, quand elle entendit de la musique venant du bureau de Thomas. Curieuse, elle s'approcha de la porte entr'ouverte. Il était assis dans un fauteuil, regardant un point distant, tandis qu'une mélodie mélancolique emplissait la pièce. Ne voulant pas s'immiscer dans un moment aussi intime, elle commença à s'éloigner. « Vous pouvez entrer, Élodie, dit-il, la surprenant. Cette musique me rappelle des temps plus simples. » Il y avait quelque chose de différent dans sa voix, une douceur qu'elle n'avait jamais remarquée auparavant. « C'est la dernière chanson que j'ai dansée avec mon ex-femme avant notre séparation. » Élodie entra avec hésitation, ne sachant pas exactement comment réagir à cette confession inattendue. « La musique a ce pouvoir, n'est-ce pas, de nous transporter dans le temps, » commenta-t-elle, s'asseyant à une distance respectueuse. « Vous chantez, » observa-t-il, non comme une question, mais comme une constatation. « Je vous entends parfois quand vous êtes dans la cuisine. Vous avez un don. » Elle rougit légèrement, déconcertée par le compliment. « C'est juste une habitude. Ma grand-mère disait qu'une cuisine sans musique est comme un ciel sans étoiles. » Le souvenir amena un sourire à ses lèvres. « Elle m'a appris à chanter en cuisinant. Elle disait que la saveur est meilleure quand on met notre voix dans les aliments. » Thomas sourit, un geste rare qui transformait complètement son visage, adoucissant les lignes de préoccupation qui le marquaient habituellement. « Votre grand-mère semblait être une femme sage. »« Elle l'était, » convint Élodie, ressentant une pointe de nostalgie. « C'est elle qui m'a élevé après que mes parents nous ont quittés. Elle évita le mot mort, une blessure qui faisait encore mal, même après tant d'années. Elle s'est occupée de moi et de Sophie toute seule, jusqu'à... » Sa voix faiblit. « Jusqu'à » l'encouragea Thomas, sincèrement intéressé. « Jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus, » compléta Élodie, sans élaborer. Il y avait des histoires qu'elle n'était pas encore prête à partager, même dans ce moment de proximité inattendue. Le silence qui suivit n'était pas gênant. C'était comme si tous deux reconnaissaient les espaces vides dans leur récit, les parties qui ne pouvaient pas encore être dites à haute voix. La musique continuait à jouer, créant un pont invisible entre deux mondes qui, jusqu'à quelques jours auparavant, semblaient irréconciliablement éloignés. « Je dois y aller, » dit finalement Élodie, se levant. « Sophie m'attend. » Elle hésita, sentant le poids du bracelet dans son sac. Ce n'était pas encore le bon moment. Demain, se promit-elle à nouveau, demain elle le rendrait. Thomas acquiesça, revenant progressivement à son moi habituel, mais quelque chose avait changé entre eux. Une porte avait été entr'ouverte, et aucun des deux n'était sûr de ce qu'il trouverait de l'autre côté. En marchant jusqu'à l'arrêt de bus, Élodie pensait à la rapidité avec laquelle la vie pouvait changer de direction. Une semaine. Auparavant, elle n'aurait jamais imaginé travailler dans la maison de l'un des hommes d'affaires les plus influents de Paris, encore moins partager des moments de complicité silencieuse avec lui. L'erreur administrative qui l'avait conduite là commençait à ressembler moins à un hasard et plus à l'un de ces étranges détours que le destin place parfois sur notre chemin. Le petit appartement qu'elle partageait avec Sophie semblait encore plus petit comparé à la demeure de Thomas, mais c'était le seul endroit où Élodie pouvait être vraiment elle-même. Elle trouva sa sœur endormie sur le canapé, avec la télévision allumée sur une chaîne de musique. Avec précaution pour ne pas la réveiller, elle la couvrit d'une couverture et éteignit l'appareil. Le lendemain matin, Élodie se réveilla, décidée à rendre le bracelet. Mais en arrivant à la demeure, elle trouva Thomas dans une réunion tendue avec François, son associé et ami d'enfance. « Nous devons réduire les coûts, Thomas, » disait-il, avec un dossier de documents ouvert. Sur la table, l'expansion en Provence consomme plus de ressources que prévu. « Je ne vais pas licencier 300 familles pour satisfaire les actionnaires, François, » répondit Thomas, avec une fermeté qu'Élodie n'avait jamais constatée. « Trouve une autre solution. »« Il y a toujours des conséquences, » insista François, fermant le dossier avec un soupir exaspéré. « Parfois, nous devons prendre des décisions difficiles pour le plus grand bien. »« Le plus grand bien de qui ?» questionna Thomas, se levant. « De nos comptes bancaires ?» Élodie recula silencieusement, ne voulant pas être vue. Il y avait une dimension de Thomas qu'elle ignorait complètement. L'homme d'affaires, le décideur dont les choix affectaient des centaines de vies.
Il était facile de l'oublier quand elle le voyait seul, écoutant de la musique dans son bureau vulnérable et humain. Le bracelet pesait dans sa poche, lui rappelant qu'il y avait des secrets et des histoires encore non révélées. Elle décida d'attendre encore un peu. Le moment des vérités n'était pas encore pleinement venu. L'après-midi, en organisant le garde-manger, Élodie trouva une invitation sur la table de la cuisine. C'était pour un événement caritatif de la Fondation Leclerc, qui aurait lieu à la fin de la semaine. Grande gala annuelle au profit des enfants à besoins spéciaux, disait l'élégante carte dorée. En dessous, une annotation manuscrite. Confirmée chanteuse avant mercredi. Thomas entra dans la cuisine pendant qu'elle lisait l'invitation. Notre chanteuse principale a annulé à la dernière minute, expliqua-t-il, se servant un café. Un problème de santé, apparemment. Nous sommes désespérément en train d'essayer de trouver quelqu'un en 3 jours. Élodie remit l'invitation sur la table, une idée se formant dans son esprit. C'était risqué, peut-être même insensé, mais les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les retenir. « Je peux chanter. » Thomas la regarda, surpris. « Vous chanteriez dans un événement de cette envergure ?»« Pourquoi pas ?» répondit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne l'était réellement. « Je me suis déjà produite dans des bars et de petits événements auparavant. Et si c'est pour aider ?» Il l'observa attentivement, comme s'il la voyait pour la première fois. « Je suis curieux de vous entendre chanter vraiment. Pas seulement dans la cuisine, admit-il finalement. Mais êtes-vous sûr? Il y aura plus de 200 personnes, beaucoup d'entre elles importantes dans la ville. » Élodie hésita. C'était une opportunité unique, non seulement de se produire, mais d'aider la cause. Et le cachet, qui serait certainement généreux, pourrait résoudre ses problèmes financiers pour un bon moment. « J'ai une condition, » dit-elle, se surprenant par sa propre audace. « Je ne veux pas que mon nom apparaisse nulle part. Je serai simplement la chanteuse invitée. » Thomas fronça les sourcils, intrigué. « Pourquoi ?»« J'ai mes raisons, » répondit-elle simplement, sans élaborer. Elle ne pouvait pas expliquer qu'elle craignait l'exposition, qu'elle préférait rester dans l'ombre depuis que la condition de Sophie était devenue de notoriété publique dans sa ville natale, les forçant à déménager à Paris à la recherche d'anonymat. « D'accord, » accepta-t-il, tendant la main comme s'il concluait un accord formel. « Ce sera comme vous le souhaitez, la chanteuse mystérieuse. » Élodie sourit, ressentant un mélange d'excitation et d'appréhension. Elle était sur le point d'entrer dans un monde qui n'était pas le sien, et n'avait aucune idée de ce qu'elle y trouverait. Dans les jours qui précédèrent l'événement, Élodie se partagea entre ses tâches domestiques, des répétitions furtives quand elle était seule, et des visites pressées à Sophie qui semblait traverser une période de relative stabilité. Le bracelet restait en sa possession, gardé dans une petite boîte dans son sac. Elle avait décidé de le rendre après l'événement, quand son avenir dans la maison serait plus assuré. Le soir du gala, Élodie se transforma. La robe simple, mais élégante que Thomas avait insisté pour lui procurer, lui allait parfaitement, mettant en valeur sa beauté naturelle sans exagération. Dans les coulisses de la luxueuse salle de réception, elle sentait son cœur battre fort contre ses côtes. C'était différent de ses prestations dans de petits bars. Ici, chaque détail était méticuleusement planifié. Chaque note serait écoutée par des oreilles exigeantes. « Nerveuse ?» demanda Thomas, apparaissant furtivement derrière elle. Vêtu d'un smoking impeccable, il semblait encore plus imposant que d'habitude. Mais il y avait quelque chose de différent dans ses yeux quand il la regardait. Une gentillesse, peut-être même une admiration, qui transcendait la relation patron-employé. « Un peu », admit-elle, ajustant le collier simple qui complétait son look. « Mais c'est une bonne nervosité, celle qui nous fait grandir. » Il sourit, un geste de moins en moins rare en sa présence. « Vous allez briller, Élodie, j'en suis sûr. » Il hésita un moment, comme s'il voulait dire quelque chose de plus, mais fut interrompu par l'un des organisateurs, annonçant qu'il était l'heure. Élodie monta sur scène tandis qu'elle était simplement annoncée comme une voix spéciale. Pour une soirée spéciale. Les lumières s'adoucirent et elle ferma les yeux un instant, se concentrant. Quand la première note sortit de ses lèvres, il n'y avait plus de nervosité, seulement la pure joie de faire ce qu'elle aimait. Sa voix remplit la salle, riche et émouvante, chantant sur les rêves, l'espoir et les recommencements. Dans le public,
Thomas l'observait avec une expression qui mêlait fierté et quelque chose de plus profond, plus personnel. Jamais, en toutes ces années d'événements caritatifs, il ne s'était senti aussi connecté au but réel de ces réunions. Quand la dernière note s'évanouit, il y eut un moment de silence respectueux avant que la salle n'explose en applaudissements. Élodie remercia avec un sourire timide et se retira rapidement comme convenu. Elle ne resterait pas pour la réception, ne répondrait pas aux questions sur qui elle était ou d'où elle venait. Son accord avec Thomas était clair. Elle chanterait et disparaîtrait maintenant son anonymat. Elle se changea rapidement dans l'une des loges et était sur le point de sortir par l'arrière quand elle sentit une main sur son épaule. C'était François, l'associé de Thomas. « Prestation impressionnante, dit-il, avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous avez un don. »« Merci, » répondit Élodie, mal à l'aise avec la façon dont il l'observait. Il y avait quelque chose de prédateur dans son regard, quelque chose qui lui donnait envie de reculer. « Thomas a de la chance de vous avoir trouvé, » continua-t-il, s'approchant un peu plus. « Il a toujours eu un talent spécial pour découvrir des talents. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, la porte de la loge s'ouvrit et Thomas entra, s'arrêtant brusquement en les voyant tous les deux. « Tout va bien ?» demanda-t-il, son ton décontracté contrastant avec la tension évidente dans sa posture. « Bien sûr, » répondit François, s'éloignant d'Élodie. « J'étais simplement en train de féliciter notre chanteuse mystérieuse. Vous nous avez vraiment surpris aujourd'hui. » Qu'avec un signe désinvolte, il quitta la loge, laissant dans l'air une sensation troublante. Thomas s'approcha d'Élodie, l'inquiétude évidente dans son regard. « Il a dit quelque chose qui vous a dérangé ?»« Non, » mentit-elle, ne voulant pas créer de problème. « Je me suis juste senti un peu mal à l'aise avec l'approche, mais rien de grave. » Il acquiesça, ne semblant pas entièrement convaincu. François peut être intense parfois, mais son cœur est à la bonne place. Il y avait une note de doute dans sa voix, comme s'il essayait de se convaincre lui-même de cette affirmation. « Je dois y aller, » dit Élodie, regardant l'horloge. « Sophie est seule, et j'ai promis de ne pas rentrer trop tard. » En mentionnant sa sœur, elle vit la curiosité dans les yeux de Thomas. Elle savait qu'il avait assisté à une partie de sa conversation avec Sophie quelques jours auparavant, mais n'avait jamais mentionné le fait, respectant sa vie privée. Maintenant, cependant, elle sentait qu'elle lui devait une sorte d'explication. « Ma sœur est schizophrène, » dit-elle simplement. « C'est comme ça depuis l'adolescence. » Thomas ne montra ni surprise ni gêne, seulement une compréhension silencieuse. « Ça doit être difficile, » commenta-t-il, sans pitié ni condescendance. Dans sa voix, juste une empathie sincère. « Oui, » convint Élodie, reconnaissante pour sa réaction. « Surtout parce qu'elle refuse de vivre dans une institution. Elle préfère être à la maison avec moi. » Ce qu'Élodie ne dit pas, c'était combien cela compliquait sa vie, comme chaque décision qu'elle prenait était influencée par les besoins de Sophie, comme ses propres rêves avaient été à maintes reprises reportés. Thomas resta silencieux un moment, comme s'il digérait cette information. Finalement, il lui tendit une enveloppe. « Votre cachet, comme convenu. Et une prime. Vous avez dépassé toutes les attentes. » Élodie accepta l'enveloppe avec un mélange de gratitude et de fierté. Ce n'était pas de la charité. C'était une reconnaissance pour son talent et son travail. « Merci de m'avoir fait confiance, » dit-elle, sentant que les mots étaient insuffisants pour exprimer ce que cette opportunité signifiait. En quittant l'événement, Élodie n'imaginait pas que sa vie était sur le point de changer encore plus drastiquement. Ce qui avait commencé comme une erreur administrative se transformait en un jeu intriqué de destins entrelacés, où chaque révélation apporterait avec elle de nouvelles questions et chaque choix des conséquences irréversibles. Lundi suivant, l'atmosphère dans la demeure était différente. Thomas était sorti tôt pour une réunion importante, laissant Élodie seule avec ses pensées et ses tâches. En arrangeant le salon, elle remarqua un journal sur la table basse. À la une de la section culture, un titre attira son attention, la voix mystérieuse qui a enchanté l'élite parisienne. Le cœur d'Élodie s'accéléra. Elle s'approcha et prit le journal, lisant avidement l'article. Une chanteuse inconnue a fait sensation lors de l'événement caritatif de la Fondation Leclerc vendredi dernier, disait le texte. Son identité reste un mystère, mais des sources
proches assurent qu'il s'agit d'une nouvelle découverte de l'homme d'affaires Thomas Leclerc, connu pour son bon goût et ses connexions dans le monde de la musique. Il n'y avait pas de photo d'elle, grâce à son insistance à rester anonyme, mais la description était suffisamment détaillée pour que toute personne présente à l'événement puisse la reconnaître. Élodie sentit un frisson. Elle ne voulait pas d'exposition, ne voulait pas être reconnue dans la rue, ne voulait pas risquer que son passé à Lyon ne refasse surface. Elle rangea le journal, essayant de se calmer. Ce n'était probablement rien. Un petit article qui serait oublié en quelques jours, mais la graine de l'inquiétude était déjà plantée. Pendant qu'elle préparait le déjeuner, elle fut interrompue par le son de la sonnette. En ouvrant la porte, elle se retrouva face à un homme d'âge moyen, habillé formellement. « Bonjour », dit-il, lui tendant une carte de visite. « Je suis Antoine Durand, producteur musical. J'aimerais parler à la chanteuse qui s'est produite lors de l'événement de la Fondation Leclerc. » Élodie pâlit. « Je crois que vous vous trompez, » répondit-elle, essayant de garder une voix ferme. « Il n'y a pas de chanteuse ici. » L'homme sourit, ne croyant manifestement pas à sa dénégation. « S'il vous plaît, dites-lui simplement que j'ai une proposition intéressante, quelque chose qui pourrait changer sa vie. » Et avec un signe poli, il s'éloigna vers la voiture qui l'attendait. Élodie ferma la porte, sentant la panique grandir. C'était exactement ce qu'elle craignait, l'attention indésirable, les questions, l'invasion progressive de sa vie privée. Elle devait parler à Thomas, comprendre comment son anonymat avait été compromis. Quand il revint l'après-midi, Élodie le confronta immédiatement, montrant le journal et relatant la visite du producteur. Thomas semblait sincèrement surpris et préoccupé. « Je n'ai parlé à personne de la presse de vous, Élodie, » assura-t-il. « Cela doit avoir été quelqu'un de l'organisation ou votre associé, » compléta-t-elle, se rappelant la rencontre inconfortable dans les coulisses. François semblait très intéressé à en savoir plus sur moi. Thomas fronça les sourcils, considérant la possibilité. « Je vais lui parler. Cela n'aurait pas dû se produire. » Il hésita, observant l'expression angoissée d'Élodie. « Mais peut-être que ce n'est pas quelque chose de si mauvais. Vous avez un talent extraordinaire. Pourquoi le cacher ?»« J'ai mes raisons, » répondit-elle fermement. « Et vous avez promis de respecter mon anonymat. » Il y avait une dureté inhabituelle dans sa voix, une ligne qu'elle franchissait rarement avec son patron. Il acquiesça, respectant sa décision même sans la comprendre complètement. « Je ferai de mon mieux pour limiter les dégâts, » promit-il. « Mais sachez que si un jour vous changez d'avis, je serai fier de vous aider à être reconnu pour votre talent. » Élodie le remercia d'un bref signe de tête, encore troublée par les événements. En s'éloignant pour continuer ses tâches, elle se souvint soudain du bracelet qui était encore en sa possession. Avec tout ce qui s'était passé, elle avait complètement oublié de le rendre. Maintenant, il semblait encore plus difficile de le faire sans soulever des soupçons. Pourquoi l'avait-elle gardé si longtemps? Comment expliquer cette hésitation sans paraître malhonnête? Elle décida qu'elle devait agir. Ce soir, pendant le dîner, elle dirait la vérité sur le bracelet. Mais les événements prendraient une tournure inattendue, changeant à jamais le cours de la relation entre eux. Le dîner était servi, la table impeccablement dressée avec la meilleure vaisselle, mais Thomas toucha à peine à la nourriture. Il semblait distrait, préoccupé par quelque chose qu'il ne partageait pas. Élodie l'observa discrètement, essayant de trouver le bon moment pour mentionner le bracelet. « Tout va bien ?» demanda-t-elle finalement, en ramassant les assiettes. Pratiquement intact, Thomas leva les yeux, comme si seulement à ce moment il prenait conscience de sa présence. « Désolé, je suis un très mauvais compagnon de dîner aujourd'hui. » Il passa la main dans ses cheveux, un geste rare de vulnérabilité. « J'ai reçu un appel de l'école de mon fils aujourd'hui. Mathieu a de nouveau des problèmes d'adaptation. » C'était la première fois que Thomas mentionnait avoir un fils, et Élodie ne put cacher sa surprise. « Je ne savais pas que vous aviez un fils, » commenta-t-elle, essayant de ne pas paraître accusatrice. « Mathieu vit avec sa mère la plupart du temps, » expliqua-t-il, avec une note de tristesse dans la voix. « Le divorce n'a pas été amical. Et avec mon emploi du temps, il est devenu plus pratique qu'il reste avec Isabelle. » Il hésita comme s'il décidait combien révéler. De plus, Mathieu a des besoins spéciaux. Il est autiste. Il a besoin de routine, de stabilité. Élodie s'assit à table, oubliant momentanément son rôle d'employé. « Ça doit être difficile d'être loin de lui, » dit-elle doucement. Thomas sourit sans joie. « Oui,
mais parfois je me demande si ma présence fait une différence. Mathieu vit dans son propre monde. Il répond rarement quand je lui parle, ne me regarde jamais dans les yeux. Il s'arrêta brusquement, comme s'il se rendait compte qu'il en révélait trop. « Désolé, je ne devrais pas vous surcharger avec mes problèmes personnels. »« Ne vous inquiétez pas, » répondit Élodie, sentant une connexion plus profonde se former entre eux. « Parfois, nous avons juste besoin que quelqu'un écoute. » Elle hésita, rassemblant son courage pour ce qu'elle devait faire. « Thomas, je dois vous dire quelque chose. » À ce moment, le téléphone sonna, l'interrompant. Thomas répondit avec une expression d'excuse. Son visage changea rapidement en écoutant la personne de l'autre côté de la ligne. « Quoi, quand ?» demanda-t-il, se levant brusquement. « J'y vais tout de suite. » Il raccrocha et regarda Élodie, l'inquiétude évidente dans ses yeux. « Mathieu a eu une crise à l'école. Je dois y aller. » Il se dirigeait déjà vers la porte, prenant les clés de sa voiture. « Désolé, nous devrons continuer notre conversation plus tard. » Et ainsi, il partit, laissant Élodie avec la confession non faite et le bracelet encore caché dans son sac. Elle se sentit partagée entre l'inquiétude pour Thomas et son fils et la culpabilité croissante de garder ce secret. Ce soir-là, en rentrant chez elle, elle trouva Sophie dans l'un de ces épisodes. Sa sœur marchait d'un côté à l'autre dans le petit salon, conversant avec des personnes invisibles, répondant à des voix que seule elle pouvait entendre. Élodie s'assit patiemment à ses côtés, parlant d'une voix basse et rassurante, jusqu'à ce que finalement Sophie accepte de prendre ses médicaments et se couche, épuisée. En observant sa sœur endormie, Élodie réfléchit aux révélations de la journée. Thomas portait aussi une croix, il connaissait aussi le poids d'aimer quelqu'un qui vivait dans un monde différent du sien. Cette découverte créait un nouveau lien entre eux, une compréhension mutuelle qui transcendait leurs différences sociales et économiques. Le lendemain matin, Élodie arriva plus tôt à la demeure, déterminée à finaliser cette conversation interrompue. Mais Thomas était déjà parti, ne laissant qu'un message. « J'ai passé la nuit à l'hôpital avec Mathieu. Je serai absent jusqu'à demain. Si vous avez besoin de quelque chose, appelez mon portable. » La mention de l'hôpital inquiéta Élodie. À quel point la crise du garçon était-elle sérieuse? Elle ressentit une impulsion irrationnelle d'y aller, d'offrir son soutien, mais se retint. Sa relation avec Thomas, aussi évoluée soit-elle, avait encore des limites claires. Elle passa la journée à accomplir ses tâches habituelles, trouvant la maison étrangement vide, sans la présence distante mais constante de Thomas. L'après-midi, en rangeant la bibliothèque, elle trouva un album photo oublié sur une table. Normalement, elle ne se permettrait pas une telle invasion de la vie privée, mais quelque chose la poussa à l'ouvrir. Les premières pages montraient un Thomas, plus jeune, souriant aux côtés d'une belle femme qu'elle présuma être Isabelle, son ex-épouse. Au fur et à mesure qu'elle avançait dans l'album, apparaissaient des photos de Mathieu bébé puis petit enfant. C'était un beau garçon, avec les yeux expressifs de son père, bien que son regard se dirige rarement vers l'appareil. À la dernière page, une photo récente. Mathieu, maintenant âgé d'environ 10 ans, assis sur un banc de jardin. Thomas était à ses côtés, pas exactement en train de l'étreindre, mais avec la main posée doucement sur son épaule. Il y avait une distance entre eux qui n'était pas physique, mais émotionnelle, une barrière invisible que tous deux semblaient incapables de traverser. Élodie ferma l'album, se sentant intruse dans un monde de douleurs particulières. Il y avait tant qu'elle ne savait pas sur Thomas, tant de couches au-delà de l'homme d'affaires accompli et autoritaire qu'elle avait initialement connu. Quand Thomas revint le lendemain, il semblait épuisé. Élodie lui prépara un café fort et attendit qu'il parle sans le presser. « Mathieu va mieux, dit-il finalement. C'était juste un épisode plus intense que d'habitude. Les changements dans la routine l'affectent toujours profondément. »« Je suis heureuse qu'il aille mieux, » répondit Élodie sincèrement. Elle hésita, sachant qu'elle devait reprendre cette conversation interrompue. « Thomas, avant votre départ hier, j'étais sur le point de vous dire quelque chose d'important. » Il la regarda avec expectative et Élodie respira profondément, rassemblant son courage. « J'ai trouvé ceci il y a quelques jours, » dit-elle, sortant le bracelet de sa poche. « Il était sous le canapé du salon. J'aurais dû vous le remettre immédiatement, mais pour une raison quelconque, j'ai hésité. » Thomas regarda le bijou, une expression indéfinissable traversant son visage. « Le bracelet papillon de ma mère, »
murmura-t-il, le prenant délicatement. Je pensais l'avoir perdu pour toujours. Je suis désolé de ne pas l'avoir rendu plus tôt, s'excusa Élodie, craignant sa réaction. Je ne sais pas pourquoi je l'ai gardé. C'était une erreur. À sa surprise, Thomas ne semblait pas en colère. Merci de l'avoir trouvé et rendu, dit-il simplement. Il a une énorme valeur sentimentale pour moi. C'était le dernier cadeau que j'ai fait à ma mère avant son décès. Élodie acquiesça, soulagée par sa compréhension. J'ai imaginé que c'était quelque chose d'important. La façon dont le papillon a été travaillé, c'est une pièce unique. Ma mère aimait les papillons, expliqua Thomas, un sourire mélancolique jouant sur ses lèvres. Elle disait que c'était des symboles de transformation, de seconde chance, quelque chose qu'elle a toujours cherché dans sa vie. Il y avait une histoire là, réalisa Élodie, quelque chose de plus profond qu'il n'était pas prêt à partager à ce moment-là. Elle respecta son silence, sachant que chaque révélation entre eux se produisait en son temps propre. Je cache aussi des choses parfois, admit-elle, sentant qu'elle devait cette honnêteté après son lapsus avec le bracelet. Ça, si, ouais. Je n'ai pas dit toute la vérité sur Sophie, par exemple. Thomas haussa un sourcil curieux. Que voulez-vous dire? Je vous ai laissé penser que sa condition était récente, quelque chose avec quoi j'apprends à composer. Mais la vérité est que je m'occupe d'elle seule depuis que j'avais 19 ans, quand notre grand-mère est décédée. Élodie sentit le poids de ces années sur ses épaules en parlant. J'ai abandonné la faculté, renoncé à de nombreux rêves. Je ne le regrette pas, mais parfois je me demande comment serait ma vie si les circonstances étaient différentes. Thomas l'observait avec une nouvelle compréhension, voyant au-delà de l'employé efficace, au-delà de la chanteuse talentueuse, percevant la femme qui avait tant sacrifié par amour. Vous êtes plus forte que vous ne le paraissez, Élodie. Commenta-t-il finalement, et plus talentueuse que vous ne l'imaginez. Elle sourit timidement, mal à l'aise avec le compliment. Je fais simplement ce qui doit être fait, comme nous tous. Pas tous, corrigea-t-il, faisant tourner le bracelet entre ses doigts. Beaucoup choisissent la voie la plus facile quand ils sont confrontés à des difficultés. Moi-même, et il s'arrêta, laissant la phrase incomplète, mais Élodie comprit. Son éloignement de Mathieu, son immersion dans le travail, c'étaient des formes de fuite, d'évitement de la douleur de l'échec en tant que père. Cet après-midi-là, pendant que Thomas travaillait dans son bureau, Élodie reçut un appel qui changerait à nouveau le cours des événements. C'était Marie, sa secrétaire exécutive. « Élodie, un imprévu est survenu. Monsieur Leclerc doit voyager d'urgence en Provence ce soir. Une situation avec la nouvelle filiale à Marseille. » « Je comprends, » répondit Élodie, pensant déjà aux arrangements qu'elle devrait faire. « Combien de temps sera-t-il absent ?»« Au moins une semaine. » Il y eut une pause hésitante. « En fait, Élodie, il a demandé si vous accepteriez une proposition un peu inhabituelle. »« Quelle proposition ?» questionna-t-elle, intriguée. « Thomas aimerait que vous accompagniez François et les investisseurs à un dîner caritatif de l'entreprise demain soir. En tant que chanteuse, pas comme... Enfin, vous comprenez. » Élodie sentit un frisson désagréable. Travailler pour Thomas était une chose. Se produire à la demande de François, en qui elle n'avait pas la moindre confiance, était complètement différent. Pourquoi ne me l'a-t-il pas demandé directement? Il est en vidéoconférence importante maintenant. Il m'a demandé de vérifier votre disponibilité de toute urgence. Élodie hésita. Une partie d'elle voulait refuser immédiatement. Protéger son anonymat, éviter plus d'exposition. Mais une autre partie se sentait redevable envers Thomas après l'épisode du bracelet. Et elle savait combien ce dîner était important pour le projet en Provence. Le même projet qu'il avait refusé de compromettre, même sous pression, pour réduire les coûts. Dites-lui que j'accepterai, mais avec les mêmes conditions qu'avant. Aucune mention de mon nom, aucune photo, aucune publicité. Je transmettrai le message, assura Marie avant de raccrocher. Quelques minutes plus tard, Thomas apparut dans la cuisine, semblant soulagé. Marie m'a dit que vous avez accepté. Merci, Élodie. Je sais que cela va au-delà de vos obligations. Ne vous inquiétez pas, répondit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne se sentait réellement. J'aimerais juste mieux comprendre ce qu'on attend de moi lors de ce dîner. C'est une petite prestation, juste pour créer. L'ambiance de l'événement, pendant que nous discutons du projet social qui accompagnera l'expansion de l'entreprise à Marseille.
Thomas hésita, percevant son appréhension. « Si vous êtes mal à l'aise à l'idée de travailler avec François, je peux annuler mon voyage et… » « Non !» interrompit fermement Élodie. « Vous devez résoudre cette situation à Marseille. Je peux gérer un dîner. » Thomas acquiesça, reconnaissant mais visiblement préoccupé. François peut sembler difficile parfois, mais c'est un homme bien. Je lui fais confiance depuis plus de 20 ans. Élodie ne fit aucun commentaire, mais quelque chose dans son instinct lui disait de rester vigilante. Il y avait plus dans cette histoire que Thomas n'était disposé ou capable de voir. Ce soir-là, après que Thomas soit parti pour l'aéroport, Élodie resta dans la demeure, se préparant mentalement pour l'événement du lendemain. Pendant qu'elle répétait les chansons qu'elle prévoyait de présenter, son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Allô ?» répondit-elle, prudente. « Élodie Silva ?» La voix masculine de l'autre côté semblait vaguement familière. « C'est Antoine Durand, producteur musical. J'ai visité la résidence de Monsieur Leclerc il y a quelques jours. » Élodie sentit son estomac se nouer. Comment avait-il obtenu son numéro? « Comment puis-je vous aider, Monsieur Durand ?» « J'ai une proposition qui, je crois, vous intéressera. Votre performance lors de l'événement de la Fondation Leclerc était exceptionnelle. J'aimerais discuter de la possibilité d'enregistrer quelques titres avec vous. »« Je vous remercie de votre intérêt, » répondit Élodie fermement, « mais je ne cherche pas une carrière musicale pour le moment. »« Je comprends votre hésitation, » insista-t-il, « mais le label que je représente est particulièrement intéressé par des talents authentiques comme le vôtre. Nous pourrions travailler en respectant vos conditions, y compris votre désir. D'anonymat, si c'est important pour vous. » L'offre était tentante, plus tentante qu'Élodie n'aurait voulu l'admettre. Pendant des années, elle avait abandonné le rêve de chanter professionnellement pour s'occuper de Sophie. Maintenant, l'opportunité apparaissait devant elle, comme un fruit mûr prêt à être cueilli. « Comment avez-vous obtenu mon numéro ?» demanda-t-elle, évitant la proposition. Il y eut une pause. « Un ami commun », répondit Durand de façon évasive, « quelqu'un qui croit en votre potentiel autant que moi. » Élodie sentit un frisson. « Je vous remercie à nouveau, mais ma réponse… reste non, s'il vous plaît, ne me contactez plus. » Et elle raccrocha, l'esprit bouillonnant de possibilités inquiétantes. Qui serait cet ami commun? Thomas? Improbable, considérant son respect pour sa vie privée. François? Cette pensée la troubla. S'il était impliqué, quelles seraient ses véritables intentions? Avec ses doutes à l'esprit, Élodie s'endormit dans l'une des chambres d'amis de la demeure, se préparant pour une journée qui s'annonçait aussi difficile qu'imprévisible. Le PS. Jour se leva nuageux, comme si le temps reflétait l'appréhension d'Élodie. Elle se prépara méticuleusement pour le dîner, choisissant une robe simple mais élégante que Thomas avait veillé à lui procurer. Pendant qu'elle appliquait un maquillage discret, son téléphone sonna à nouveau. C'était Sophie. « Élodie, tu ne vas pas le croire. J'ai reçu un appel d'un homme qui disait être producteur musical. Il a dit qu'il voulait te parler d'une opportunité incroyable. » La voix de Sophie oscillait entre excitation et confusion. Il a parlé d'enregistrement, de spectacle, de contrat. Il a dit que tu serais une star. Le sang d'Élodie se glaça. Qu'a-t-il dit d'autre, Sophie? Et comment a-t-il obtenu notre numéro résidentiel? Je ne sais pas, répondit sa sœur, l'excitation initiale cédant la place à l'incertitude. Il connaissait mon nom, savait que je suis ta sœur. Il a dit que ce serait bon pour nous deux, que nous pourrions avoir une vie meilleure. Sophie, écoute attentivement, dit Élodie, essayant de garder une voix calme malgré la panique croissante. Ne parle plus à cet homme, ne donne aucune information sur nous. Je vais résoudre cela, d'accord? Elle raccrocha, se sentant violée et exposée. Quelqu'un avait enquêté sur sa vie personnelle, découvert Sophie, trouvé son adresse et son téléphone. La situation échappait complètement à son contrôle. À ce moment, le téléphone de la demeure sonna. C'était François confirmant les détails pour le dîner. Élodie répondit mécaniquement, l'esprit encore en train de traiter ce qu'elle venait de découvrir. Elle devait parler à Thomas, mais il serait en plein vol pour Marseille maintenant. « Tout va bien, Élodie ?» demanda François, remarquant son ton distant. « Vous semblez préoccupée. »« Je vais bien, mentit-elle. Je révise simplement mentalement le répertoire pour ce soir. »« Je sais que c'est un grand service que vous rendez à Thomas, commenta-t-il.
sur un ton qui semblait sincèrement reconnaissant. Cela signifie beaucoup pour le projet, pour nous tous. Quelque chose dans sa façon de parler fit reconsidérer ses soupçons à Élodie. Peut-être était-elle injuste envers François. Peut-être n'avait-il rien à voir avec le producteur insistant ou avec l'invasion de sa vie privée. « Je ferai de mon mieux », promit-elle, décidant de lui accorder le bénéfice du doute pour l'instant. Le dîner aurait lieu dans un restaurant, exclusif au sommet de l'un des bâtiments les plus prestigieux de Paris. Quand Élodie arriva, accompagnée par un chauffeur envoyé par François, l'événement était déjà en plein essor. Environ 30 personnes, investisseurs, cadres et quelques politiciens locaux, conversaient avec animation, coupe de champagne à la main. François vint l'accueillir, impeccablement vêtu d'un costume sombre. « Élodie, bienvenue. Votre participation est le point fort de la soirée. » Il la guida à travers la salle, la présentant simplement comme « notre talentueuse chanteuse invitée », sans jamais mentionner son nom complet ou sa connexion avec Thomas. Comme promis, la prestation se déroula sans problème. Élodie chanta 3 chansons, recevant des applaudissements enthousiastes. Sa voix, riche et émouvante, créait une atmosphère enveloppante qui semblait enchanter tous les présents. Après la performance, François insista pour qu'elle reste pour le dîner. « Thomas serait déçu s'il savait que vous êtes parti sans profiter du repas », argumenta-t-il, tirant une chaise pour elle. « De plus, les investisseurs sont fascinés. Votre présence peut aider à conclure l'accord. » À contre-cœur, Élodie accepta. Elle fut installée entre un monsieur âgé, qu'elle découvrit plus tard être le principal investisseur du projet, et une élégante dame qui présidait une importante fondation culturelle. « Votre voix est extraordinaire, ma chère, » commenta la dame pendant l'entrée. « Elle me rappelle les grandes interprètes françaises des années 60. Elle a cette qualité rare de transmettre l'émotion sans exagération. »« Merci, » répondit Élodie, mal à l'aise avec l'attention, mais polie comme toujours. « C'est très gentil de votre part. »« Vous savez, » continua la dame se penchant confidentiellement, « je dirige une fondation qui soutient les jeunes talents. Nous pourrions discuter des possibilités pour quelqu'un avec votre don. » Avant qu'Élodie ne puisse répondre, François, qui suivait la conversation de près, intervint. « Madame Cécile, Élodie est une découverte récente et réfléchit encore soigneusement à ses prochaines étapes. Je suis sûr que Thomas serait ravi de discuter d'éventuelles collaborations à son retour de Marseille. » Il y avait quelque chose de protecteur dans son ton qui surprit Élodie. Peut-être avait-elle mal jugé François, peut-être respectait-il réellement ses souhaits de vie privée. Le dîner se poursuivit sans autres incidents. Élodie participa minimalement aux conversations, observant la dynamique entre les présents. François était clairement un excellent hôte, charmant, attentif, habile à orienter les discussions vers les points d'intérêt de l'entreprise. À la fin de la soirée, alors que les invités commençaient à se disperser, François s'approcha à nouveau d'Élodie. « Merci, » dit-il avec une sincérité apparente. « Votre participation a été fondamentale. Les investisseurs sont totalement engagés dans le projet maintenant. »« Je suis heureuse d'avoir pu aider, » répondit-elle poliment. Thomas semblait très préoccupé par cette expansion. « Thomas s'inquiète toujours trop, » commenta François avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Surtout ces dernières années, depuis le divorce et la situation avec Mathieu. » Il hésita comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. « Il a de la chance de vous avoir trouvé, Élodie. Il semble plus équilibré depuis que vous êtes arrivée. » Élodie ne sut pas comment répondre à cette observation personnelle inattendue. Avant qu'elle ne puisse formuler une réponse adéquate, François continua. « D'ailleurs, un de mes amis a été particulièrement impressionné par votre performance. Antoine Durand. Peut-être en avez-vous entendu parler. C'est l'un des producteurs les plus respectés du pays. » Et voilà la confirmation de ses soupçons. François était la connexion avec le producteur insistant, probablement aussi la source de l'invasion de sa vie privée. « En fait, Monsieur Durand m'a contacté, » répondit Élodie, gardant une voix neutre malgré la colère croissante. « Et ma sœur aussi, curieusement. » François eut la décence de paraître momentanément déconcerté. « Ah, je comprends. Il peut être un peu enthousiaste dans son approche. Mais croyez-moi, Élodie, il n'a que de bonnes intentions, tout comme moi. » « Les bonnes intentions ne justifient pas l'invasion de la vie privée, » rétorqua-t-elle, ferme mais sans élever la voix.
et je ne me souviens pas avoir autorisé quiconque à partager mon contact ou des informations sur ma famille. Vous avez raison et je m'excuse si cela vous a dérangé, répondit François, retrouvant rapidement sa composition. Mais réfléchissez bien, Élodie, vous avez un don extraordinaire. Pourquoi le gaspiller? Avec les bonnes connexions, vous pourriez avoir la carrière que vous méritez et en même temps offrir une vie meilleure à votre sœur. N'est-ce pas ce que vous voulez? C'était une question délibérément cruelle dans sa précision. Bien, sûr qu'Élodie rêvait d'une vie meilleure pour Sophie, avec des traitements plus avancés, une maison plus grande, la liberté financière qu'elle n'avait jamais eue. Mais à quel prix viendrait cette opportunité? Et pouvait-elle vraiment faire confiance à François et à ses bonnes connexions? Je vous remercie de votre préoccupation, répondit-elle finalement, mais je préfère prendre mes propres décisions concernant mon avenir. Maintenant, si vous voulez bien, m'excusez, je dois partir. Ma sœur m'attend. François acquiesça, acceptant la défaite pour le moment. Le chauffeur est à votre disposition. Et Élodie, réfléchissez à ce que j'ai dit. L'offre reste valable. Pendant le trajet vers son domicile, Élodie réfléchissait aux événements de la soirée. Il y avait quelque chose dans l'insistance de François qui la troublait profondément. Ce n'était pas seulement un intérêt professionnel, cela ressemblait presque à une obsession personnelle. Et plus inquiétant encore, pourquoi tant d'efforts pour la mettre en lumière quand elle avait clairement exprimé son désir de rester anonyme? En arrivant chez elle, elle trouva Sophie dormant paisiblement, les médicaments du soir pris selon le planning qu'Élodie avait laissé, notés sur le réfrigérateur. Au moins cela était sous contrôle. Elle s'assit sur le petit balcon de l'appartement, observant les lumières de la ville, sentant le poids des décisions qu'elle devrait prendre bientôt. Devrait-elle parler à Thomas de l'approche invasive de François? Cela pourrait créer un conflit entre associés de longue date, quelque chose qu'elle ne souhaitait pas provoquer. D'un autre côté, comment continuer à travailler dans un environnement où sa vie privée était constamment menacée? Et quant à la proposition elle-même, une partie d'elle, une partie qu'elle se permettait rarement d'écouter, aspirait à cette opportunité. Chanter avait toujours été son refuge, sa forme d'évasion. Transformer cette passion en profession était un rêve qu'elle avait abandonné il y a longtemps par nécessité, non par choix. Son téléphone vibra avec un message de Thomas. « Tout va bien là-bas? François dit que vous avez été incroyable. Merci d'avoir aidé. » Élodie hésita, ses doigts planant au-dessus du clavier. Finalement, elle décida. « Tout s'est bien passé. Nous devons parler à votre retour. » La réponse vint presque immédiatement. « Quelque chose s'est produit. Je peux appeler maintenant. » « Rien d'urgent, assura-t-elle. Mieux vaut que nous parlions en personne. » Thomas sembla accepter cette réponse, se contentant d'un simple « Prenez soin de vous, je reviens bientôt. » Élodie rangea le téléphone, sachant qu'elle avait franchi une ligne invisible de plus dans la relation complexe qu'ils construisaient. Elle n'était plus seulement l'employée préoccupée par des questions de travail. Elle était quelqu'un qui avait des affaires personnelles à discuter, des préoccupations à partager, des décisions à prendre ensemble. Dans les jours qui suivirent, Élodie resta occupée avec la routine de la maison et les soins à Sophie, qui traversait heureusement une période de relative stabilité. Il n'y eut plus de contact du producteur musical, mais l'inquiétude persistait. Quelque chose était sur le point de changer. Elle pouvait le sentir. Le jeudi, alors qu'elle faisait des courses au supermarché, Élodie remarqua un homme qui semblait la suivre entre les rayons. Chaque fois qu'elle regardait dans sa direction, il détournait le regard ou feignait d'examiner des produits. Le cœur battant, elle abandonna ses achats à mi-chemin et sortit rapidement, prenant un taxi au lieu du bus habituel. En arrivant chez elle, elle trouva une enveloppe sans expéditeur dans sa boîte aux lettres. À l'intérieur, un contrat préliminaire avec le label musical d'Antoine Durand, offrant des conditions extrêmement généreuses pour une série de prestations et d'enregistrements. Une note manuscrite accompagnait le document. Si vous avez besoin de temps pour réfléchir, nous comprenons. Mais sachez que de telles opportunités sont rares. AD. La sensation d'être observée, pressée, manipulée s'intensifia. Élodie rangea le contrat dans son tiroir, décidée à le montrer à Thomas dès son retour. Elle avait besoin d'un conseil, d'une perspective qui ne soit pas contaminée par des intérêts cachés. Thomas revint de Marseille le samedi, paraissant fatigué mais satisfait.
Le projet est sauvé, annonça-t-il, trouvant Élodie dans la cuisine. Nous avons obtenu les investissements nécessaires sans compromettre la partie sociale. Personne ne sera licencié. J'en suis heureuse, répondit-elle sincèrement, car elle savait combien cela signifiait pour lui. François doit être soulagé aussi. Une ombre traversa le visage de Thomas à l'évocation du nom de son associé. François a une vision, différente du rôle social de l'entreprise, mais nous avons pu trouver un compromis acceptable. Élodie acquiesça, rassemblant son courage pour ce qu'elle devait dire. « Thomas, il s'est passé quelque chose pendant votre absence qui m'ont inquiété. » Elle lui raconta le producteur musical et ses approches insistantes, comment il avait obtenu des informations personnelles sur elle et Sophie, l'homme qui semblait la suivre au supermarché et finalement, le contrat non sollicité qu'elle avait reçu. Thomas écouta tout en silence, son expression devenant progressivement plus sombre. « Et vous croyez que François est derrière tout cela ?» conclut-il, non comme une question, mais comme une constatation. « Il a admis avoir recommandé mon nom à Durand », confirma Élodie, et il semblait très intéressé à me convaincre d'accepter la proposition. Thomas passa la main dans ses cheveux, un geste qu'Élodie identifiait déjà comme signe de profonde perturbation. « Je vais lui parler. Cela doit cesser immédiatement. »« Je ne veux pas causer de problèmes entre vous, » dit Élodie, regrettant momentanément d'avoir été si directe. « Je sais que vous êtes amis de longue date. » « Cela va au-delà de l'amitié, Élodie. C'est une question de respect et de limite. » Thomas semblait sincèrement indigné. « Personne n'a le droit de vous mettre sous pression de cette façon, encore moins en utilisant des informations privilégiées sur votre vie personnelle. » Élodie ressentit une vague de gratitude pour sa compréhension et son soutien immédiat. « Il y a encore une chose, dit-elle, se souvenant du contrat. J'aimerais que vous y jetiez un coup d'œil. » Elle lui remit le document, observant attentivement sa réaction. Thomas examina le contrat avec une attention professionnelle, fronçant les sourcils à certains endroits. « C'est étonnamment généreux pour une artiste débutante, » commenta-t-il, tournant les pages. « Presque trop généreux, en fait. Que voulez-vous dire? Ces clauses ici. » Il indiqua plusieurs paragraphes mis en évidence. « Elles donnent au label un contrôle presque total sur votre image publique, votre agenda de prestations, même sur le type de musique que vous pouvez enregistrer. En échange d'une avance considérable, c'est vrai, mais... » Il secoua la tête, préoccupé. C'est le type de contrat qu'on fait avec quelqu'un qui est désespéré d'obtenir de l'argent et n'a pas d'expérience dans le milieu artistique. Élodie sentit un frisson parcourir son échine. Donc, ils achèteraient essentiellement le contrôle sur ma carrière et ma vie. Exactement. Et considérant l'insistance, l'invasion de la vie privée, il y a quelque chose de très étrange. Qui se passe ici? Thomas plia le contrat et le rendit à Élodie. Je vais parler à François dès demain, clarifier la situation une fois pour toutes. Mais le destin avait d'autres plans. Ce soir-là même, alors qu'il dînait dans un rare moment de tranquillité partagée, le téléphone sonna. C'était Marie, la secrétaire de Thomas, appelant en dehors des heures de bureau, quelque chose qu'elle ne faisait jamais à moins que ce ne soit extrêmement urgent. « Thomas, » dit-elle, la voix tremblant légèrement. « Il y a eu une fuite. Un blog de potins a publié un article sur le projet social à Marseille, remettant en question la véritable motivation de l'entreprise. Et... » Elle hésita, manifestement mal à l'aise, avec ce qu'elle devait dire ensuite. « Ils mentionnent Élodie. Ils disent qu'elle est votre protégée spéciale, suggérant que son implication dans le projet n'est pas seulement professionnelle. » Thomas pâlit visiblement, échangeant un regard rapide avec Élodie. « Envoyez-moi le lien immédiatement, Marie, et préparez un communiqué préliminaire démentant toute insinuation inappropriée. » Il raccrocha et vérifia immédiatement son email, où Marie avait déjà envoyé le lien mentionné. Élodie s'approcha, lisant par-dessus son épaule, sentant son estomac se retourner à chaque mot du texte malveillant. Le blog, connu pour son sensationnalisme et son manque de scrupules, distillait des insinuations sur la mystérieuse chanteuse qui était apparue de nulle part dans la vie de Thomas Leclerc, suggérant que son talent musical n'était qu'un prétexte pour masquer une relation inappropriée. Pire encore, il y avait des photos. Élodie entrant dans la demeure, sortant de la voiture de Thomas,
même une image floue d'elle avec Sophie, accompagnée de la légende « Qui est la jeune femme à problème qui accompagne la protégée de Leclerc ?» « Mon Dieu !» murmura Élodie, sentant ses jambes faiblir. « Comment ont-ils obtenu ces photos? Comment savent-ils pour Sophie ?» Thomas semblait également choqué et furieux. « Quelqu'un nous a suivis, espionnés. C'est inacceptable. » Il se leva brusquement, reprenant le téléphone. « Je vais appeler mon avocat immédiatement. C'est de la diffamation, de l'invasion de la vie privée, du harcèlement. » Pendant qu'il s'éloignait pour passer l'appel, Élodie resta immobile, essayant de traiter ce qu'elle venait de lire. Sa pire projection se réalisait, sa vie privée exposée, son nom entaché. Sophie, entraînée au milieu d'une situation sordide. Et pourquoi? Quel serait le but d'une telle attaque? Thomas revint quelques minutes plus tard, encore visiblement perturbé. « Mon avocat s'en occupera dès demain matin. Nous allons poursuivre le blog, exiger une rétractation, découvrir qui a transmis les informations. Pensez-vous que François pourrait être impliqué dans cela ?» demanda Élodie avec hésitation, presque effrayée par la réponse. Thomas sembla considérer la possibilité un moment, mais secoua ensuite la tête. « Je ne peux pas croire qu'il irait jusque-là. Vous mettre la pression pour accepter une proposition est une chose. Orchestrer une campagne de diffamation est quelque chose de complètement différent. » Élodie n'en était pas si sûre, mais préféra ne pas insister sur le sujet. Thomas semblait déjà suffisamment ébranlé. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle, essayant de garder une voix ferme malgré la terreur qu'elle ressentait. « D'abord, nous devons vous protéger, vous et Sophie, » répondit-il promptement. « Ce n'est pas sûr que vous restiez dans l'appartement, du moins pour l'instant. Vous pouvez rester ici, dans la demeure. J'ai une sécurité 24 heures sur 24, personne ne pourra vous importuner. » L'offre était tentante, la sécurité de la demeure, la protection que Thomas pouvait fournir. Mais Élodie hésita. « Cela ne va-t-il pas simplement alimenter les rumeurs? Si je m'installe ici, surtout avec Sophie… » « Au diable les rumeurs !» interrompit Thomas avec une véhémence qui la surprit. « Votre sécurité est plus importante que ce qu'on pense de nous. » Il s'arrêta, réalisant ce qu'il venait de dire, le « nous » qui avait échappé naturellement de ses lèvres. « Je veux dire, nous ne pouvons pas laisser des spéculations malveillantes déterminer nos actions. » Élodie acquiesça, reconnaissant la sagesse de ses paroles. « Vous avez raison. Je vais parler à Sophie, lui expliquer la situation du mieux possible. »« Parfait. J'enverrai le chauffeur vous chercher aujourd'hui même. » Thomas hésita, puis ajouta à voix basse. « Je suis désolé pour tout cela, Élodie. Vous ne méritiez pas d'être entraînée dans ce genre de situation. »« Ce n'est pas votre faute, » répondit-elle, touchant légèrement son bras dans un geste instinctif de réconfort. « Je suis sûr que nous surmonterons cela ensemble. » Le « ensemble » flotta entre eux, chargé de significations non dites, de possibilités que tous deux craignaient encore d'explorer complètement. Mais en ce moment de crise, une chose devenait claire. Ils étaient, en effet, ensemble dans cette situation, unis par quelque chose de plus fort que les circonstances ou les conventions sociales. Dans les heures qui suivirent, tout se passa rapidement. Le chauffeur de Thomas alla chercher Sophie, qui reçut la nouvelle du déménagement temporaire avec une tranquillité surprenante. « J'ai toujours voulu voir l'intérieur d'une demeure », commenta-t-elle en rassemblant ses effets essentiels. « C'est comme dans les films. » Élodie sourit, soulagée que sa sœur passe une bonne journée, capable de traiter la situation sans panique ni paranoïa. « Mieux que dans les films », assura-t-elle. « Et Thomas a une bibliothèque incroyable. Tu vas adorer. » Quand elles arrivèrent à la demeure, Thomas les accueillit personnellement, traitant Sophie avec une gentillesse et un respect qui émurent Élodie. Il leur montra les appartements qu'il avait préparés, 2 suites confortables, reliées par un petit salon privé, assurant à la fois proximité et intimité. « Merci, » dit Élodie lorsqu'ils se retrouvèrent enfin seuls, après avoir installé Sophie dans sa nouvelle chambre. « Votre générosité. »« Ce n'est pas de la générosité, » l'interrompit-il doucement. C'est le minimum que je puisse faire, considérant que vous avez été entraîné dans cette situation à cause de moi. Ce n'est pas votre faute, insista Élodie. Quelqu'un essaie délibérément de nous nuire. La question est, pourquoi? Thomas soupira, passant la main dans ses cheveux, ce geste familier qu'Élodie associait déjà au moment de plus grande tension.
J'ai quelques théories, aucune d'elles agréable, mais je vous promets que nous découvrirons qui est derrière. Tout cela et pourquoi. Cette nuit-là, Élodie tarda à s'endormir, malgré le confort de la nouvelle chambre. Son esprit bouillonnait de questions sans réponse, de préoccupations pour l'avenir, de craintes pour le bien-être de Sophie. Quand elle réussit finalement à dormir, ce fut d'un sommeil agité, peuplé de rêves confus où des voix inconnues l'appelaient depuis une scène illuminée, tandis que des caméras invisibles la suivaient dans des couloirs sombres. Le jour suivant apporta de nouveaux développements. L'article diffamatoire avait été retiré du blog après l'intervention des avocats de Thomas. Mais le mal était fait. D'autres médias avaient repris l'histoire, certains remettant en question l'éthique de la société immobilière Leclerc, d'autres spéculant sur l'identité de la chanteuse mystérieuse et sa véritable relation avec l'homme d'affaires. Nous avons besoin d'une stratégie plus définitive, décida Thomas, après une longue réunion avec son équipe juridique. Quelque chose qui mette fin à cette spéculation une fois pour toutes. Que suggérez-vous? Demanda Élodie, préoccupée par la direction que les choses pourraient prendre. Une transparence contrôlée, répondit-il. Un communiqué officiel expliquant que vous êtes une employée engagée pour des événements spécifiques, sans aucun autre type d'implication. Nous pouvons organiser une conférence de presse où je clarifie la situation sans que vous ayez besoin d'apparaître personnellement. L'idée avait du sens, mais quelque chose en elle dérangeait profondément Élodie. Cela me fait paraître lâche, comme si je me cachais, vous laissant affronter tout seul. Thomas secoua la tête. Pas du tout. Je protège simplement votre vie privée, comme je l'ai promis depuis le début. Mais c'est justement ce qui est remis en question, n'est-ce pas? Ma vie privée, mon anonymat. Pourquoi Thomas Leclerc protégerait-il tant une simple employée, à moins qu'il n'y ait quelque chose de plus en cours? Élodie soupira, sentant le poids de la décision qu'elle devait prendre. Peut-être est-il temps de prendre le contrôle, et de ce récit, d'affronter tout cela de front. Thomas la regarda avec un mélange de surprise et d'admiration. « Que suggérez-vous exactement ?»« Je veux participer à la conférence de presse, » déclara-t-elle, avec une détermination qui les surprit tous les deux. « Je veux raconter ma propre histoire, expliquer pourquoi j'ai préféré l'anonymat jusqu'à présent, clarifier qu'il ne s'est rien passé d'inapproprié entre nous. »« Vous êtes sûr ?» demanda Thomas, visiblement préoccupé. « Une fois que vous apparaîtrez publiquement, il n'y aura pas de retour en arrière. Votre vie ne sera plus jamais la même. » Élodie acquiesça lentement, sentant le poids de cette vérité. « Ma vie a déjà changé irrévocablement au moment où je suis entré par erreur dans cette maison. Peut-être est-il temps d'accepter cela et d'aller de l'avant. » Et ainsi la décision fut prise. La conférence aurait lieu le lendemain dans l'auditorium du siège de la société immobilière Leclerc. Élodie passerait la nuit à se préparer, tant émotionnellement que pratiquement, pour ce qui serait sans doute l'un des moments les plus difficiles de sa vie. Pendant ce temps, Thomas ferait une dernière tentative pour découvrir qui était derrière la campagne diffamatoire. Il avait une conversation en suspens avec François, une conversation qui ne pouvait plus être reportée. La réunion avec François eut lieu dans le bureau de Thomas, à huis clos. Élodie n'y participa pas, mais Thomas promit de tout lui raconter plus tard. Quand ils sortirent finalement de la salle, après presque 2 heures, François semblait pâle et ébranlé, tandis que Thomas maintenait une expression neutre, presque diplomatique. « Tout va bien ?» demanda Élodie, quand elle se retrouva enfin seule avec Thomas. Il respira profondément avant de répondre. François a nié toute implication directe dans la fuite vers le blog. Il a admis avoir parlé de vous à Durand, avoir partagé certaines informations personnelles qu'il n'aurait pas dû, mais insiste sur le fait qu'il n'aurait jamais autorisé ou participé à une campagne de diffamation. Vous le croyez? Thomas hésita, un conflit visible dans ses yeux. Je veux le croire. 20 ans d'amitié et de partenariat, c'est difficile d'imaginer qu'il trahirait ma confiance de cette façon. Il s'arrêta, puis ajouta « Mais il y a quelque chose qu'il m'a dit, quelque chose qui explique partiellement son intérêt pour vous. » « Quoi ?» demanda Élodie, curieuse et appréhensive à la fois. Durand n'est pas seulement un producteur musical, c'est aussi un investisseur important dans plusieurs affaires de François, des affaires parallèles à notre entreprise. Apparemment, il a été tellement impressionné par votre performance lors de l'événement de la Fondation qu'il a insisté pour que François vous découvre, à tout prix.
Et François, ne voulant pas décevoir un investisseur important? Exactement, confirma Thomas avec un soupir fatigué. Il jure qu'il a seulement essayé de vous ouvrir des portes, de créer des opportunités, qu'il n'a jamais imaginé que la situation en arriverait à ce point. Élodie absorba cette information en silence, incertaine de ce qu'elle devait penser. Une partie d'elle voulait croire l'explication de François, accepter que tout n'était qu'un terrible malentendu qui avait échappé à tout contrôle. Une autre partie restait sceptique, sentant qu'il manquait encore des pièces à ce puzzle. Et concernant le blog, si ce n'était pas François, qui aurait intérêt à nous diffamer de cette façon? Thomas secoua la tête. Je ne sais pas encore, mais nous découvrirons, Élodie, je vous le promets. À mesure que la nuit avançait, Élodie sentait l'anxiété croître. Demain, elle affronterait les caméras, répondrait aux questions, exposerait une partie d'elle-même qu'elle avait toujours gardée protégée. La perspective était terrifiante, mais aussi, étonnamment, libératrice. Sophie perçut son inquiétude pendant le dîner. « Tu sembles préoccupée, grande sœur », commenta-t-elle, avec cette intuition aiguë qui émergeait parfois au milieu de la confusion de son esprit. « C'est à cause de ces méchantes personnes qui ont écrit des mensonges sur toi. » Élodie sourit tristement, impressionnée par la lucidité momentanée de sa sœur. « Oui, en partie. Demain, je vais parler à des journalistes, expliquer notre situation. Je suis un peu nerveuse. »« Tu as toujours été courageuse, » répondit Sophie, avec une conviction surprenante. « Depuis que nous étions petites, tu te souviens, quand ces garçons me harcelaient à l'école, et tu les as tous affrontés, même en étant plus petite. » Élodie acquiesça, émue par le souvenir et par le moment de clarté de Sophie. « Je m'en souviens. J'ai toujours essayé de te protéger. » Et tu continues à me protéger. Mais parfois, Sophie hésita, cherchant les mots justes, luttant contre le brouillard qui troublait souvent ses pensées. « Parfois, je me demande qui te protège, toi. » La question flotta dans l'air, simple et profonde dans son honnêteté. Élodie n'avait pas de réponse. Pendant tant d'années, elle avait été la protectrice, la soignante, la forte. Rarement elle s'était permis d'être vulnérable, rarement elle avait accepté de l'aide. Jusqu'à maintenant, jusqu'à Thomas. Jusqu'à cette étrange situation qui, malgré tous ses aspects négatifs, la forçait finalement à accepter qu'elle n'avait pas besoin d'affronter tout toute seule. Cette nuit-là, en se préparant à dormir, Élodie sentit une étrange paix s'établir dans son cœur. Demain serait difficile, sans aucun doute. Mais pour la première fois depuis longtemps, elle n'affronterait pas le défi seule. La conférence de presse fut exactement aussi intense qu'Élodie l'avait anticipé. Des journalistes de divers médias s'agglutinaient dans l'auditorium de la société immobilière Leclerc, avides de détails sur le scandale qui commençait à prendre des proportions nationales. Caméra, microphone, regard curieux, tout semblait dirigé vers elle tandis qu'elle s'asseyait aux côtés de Thomas à la table principale. « Bonjour à tous », commença Thomas, sa voix ferme et contrôlée. « Je vous remercie de votre présence. Nous sommes ici pour clarifier certains faits qui ont été déformés ces derniers jours, et surtout pour mettre fin à des spéculations malveillantes qui ont profondément affecté la vie de personnes innocentes. » Élodie l'observa pendant qu'il parlait, admirant sa composition, sa capacité à commander l'attention de tous. Il expliqua brièvement comment elle avait été engagée initialement par une erreur administrative, comment il avait découvert son talent musical et l'avait invité à chanter lors de l'événement caritatif, maintenant toujours une relation strictement professionnelle et respectueuse. Puis vint le moment pour Élodie de parler. Elle sentit son cœur s'accélérer, mais respira profondément et s'approcha du microphone. « Je m'appelle Élodie Silva », commença-t-elle, la voix initialement tremblante, mais gagnant en assurance à chaque mot. « Je travaille pour Monsieur Leclerc depuis quelques mois. Je suis chanteuse à mes heures perdues, je l'ai toujours été. Et oui, j'ai préféré l'anonymat après mes prestations, non pas parce que j'avais quelque chose à cacher, mais pour protéger ma vie privée et celle de ma sœur qui a des besoins spéciaux. » Elle fit une pause, observant les journalistes qui notaient avidement chaque mot. « Les insinuations publiées récemment sont complètement fausses et profondément offensantes. Monsieur Leclerc m'a toujours traité avec le plus grand respect et professionnalisme. Toute suggestion contraire est un mensonge délibéré visant à nuire à sa réputation et à la mienne. » Un murmure parcourut l'auditorium. Un journaliste leva la main. « Mademoiselle Silva, pourquoi croyez-vous que quelqu'un aurait
intérêt à créer cette fausse histoire à votre sujet? Élodie échangea un regard rapide avec Thomas avant de répondre. Je ne peux pas spéculer sur les motivations d'autrui. Je peux seulement affirmer la vérité. Il n'y a aucune relation inappropriée entre moi et Monsieur Leclerc. Ce qu'elle ne dit pas, ce qu'elle ne pouvait pas dire, c'était que quelque chose était effectivement en train de grandir entre eux, quelque chose qui n'était pas inapproprié ou scandaleux, mais profond et authentique. Une connexion qui transcendait des étiquettes simples comme patron et employé ou même ami. Quelque chose qu'ils essayaient tous deux encore de comprendre et de définir. Monsieur Leclerc, demanda un autre journaliste, est-il vrai que mademoiselle Silva et sa sœur vivent actuellement dans votre résidence? Oui, c'est vrai, répondit Thomas sans hésitation. Après la fuite d'informations personnelles et la campagne diffamatoire, j'ai considéré qu'il serait plus sûr pour elle de rester temporairement dans ma maison, qui dispose d'une sécurité 24 heures sur 24. C'était une décision prise pour les y protéger du harcèlement, pas pour tout autre motif. La conférence se poursuivit pendant encore 30 minutes, avec des questions allant du respectueux au presque sensationnaliste. Élodie resta ferme, répondant avec honnêteté, mais aussi avec une dignité qui impressionna clairement beaucoup des présents. À la fin, Thomas fit une dernière annonce. Pour démontrer notre engagement envers la transparence et les causes sociales, j'ai le plaisir d'annoncer que mademoiselle Silva a accepté de diriger un nouveau projet au sein de la Fondation Leclerc. Voix invisible, un programme destiné aux personnes ayant des besoins spéciaux et à leurs soignants. Élodie le regarda surprise. Ils avaient brièvement discuté de l'idée la veille, mais elle ne savait pas qu'il prévoyait de l'annoncer publiquement aujourd'hui. L'initiative était venue d'elle, inspirée par sa propre expérience avec Sophie et par le travail que Thomas réalisait silencieusement pour soutenir des institutions qui s'occupaient d'enfants comme Mathieu. Ce projet, continua Thomas, est né de conversations entre moi et mademoiselle Silva sur nos expériences personnelles. Mon fils est autiste. Sa sœur est schizophrène. Nous connaissons tous deux les défis auxquels sont confrontées les familles dans des situations similaires, surtout celles qui ont moins de ressources. Un silence respectueux tomba sur l'auditorium. C'était la première fois que Thomas parlait publiquement de Mathieu, de sa condition. Élodie sentit une vague de fierté et d'émotion, comprenant ce que cette révélation signifiait pour lui. Le projet « Voix invisible », poursuivit-il, offrira un soutien pratique, émotionnel et financier aux familles dans une situation similaire. Mais surtout, il donnera une voix à des personnes qui sont rarement entendues dans notre société. Il regarda Élodie avec un sourire gentil. Et je ne pourrais penser à personne de mieux pour diriger cette initiative que quelqu'un qui comprend profondément ces défis et possède le talent pour transformer la douleur en beauté. Élodie sentit des larmes se former dans ses yeux, mais les retint. Elle remercia d'un signe de tête, incapable de parler à ce moment-là. Après la conférence, alors qu'ils se préparaient à quitter l'auditorium, François s'approcha d'eux. Il semblait sincèrement repentant. « Élodie, Thomas, commença-t-il, hésitant. Je veux m'excuser à nouveau. Je n'ai jamais imaginé que les choses en arriveraient à ce point. » Élodie l'observa attentivement, cherchant des signes de fausseté, mais ne vit que des remords authentiques. « J'accepte vos excuses, dit-elle finalement. Mais je ne comprends toujours pas complètement pourquoi vous avez tant insisté pour me découvrir, comme vous dites. » François regarda rapidement Thomas avant de répondre. « La vérité ? Quand je l'ai entendu parler de vous pour la première fois, j'ai pensé que vous n'étiez qu'une de ces causes. » Il sourit sans humour. Thomas a toujours eu cette tendance à adopter des causes perdues, à vouloir sauver le monde. J'ai pensé que vous n'étiez qu'une de plus. Et quand vous l'avez entendu chanter, pressa Thomas, sa voix neutre mais avec une intensité sous-jacente. Quand je l'ai entendu chanter, j'ai réalisé que j'avais trouvé un diamant rare, admit François. Et oui, j'ai vu une opportunité. Pour vous, Élodie, pour l'entreprise, pour moi-même. Je ne vais pas le nier. Mais jamais, jamais je n'aurais autorisé ou participé à une campagne de diffamation. Ça, vous devez le croire. Élodie échangea un regard avec Thomas, percevant qu'il voulait croire son ami de tant d'années. « Je vous crois, dit-elle finalement. Mais cela n'explique toujours pas qui a divulgué ces informations au blog. »« Nous enquêtons là-dessus, assura Thomas.
Et quand nous découvrirons, il y aura des conséquences. Dans les jours qui suivirent, la conférence, un calme relatif s'établit. Les médias trouvèrent d'autres scandales à poursuivre, le blog diffamatoire publia une rétractation officielle et peu à peu, la vie reprit son cours. Élodie et Sophie restèrent dans la demeure, non plus par nécessité de protection, mais parce que tous réalisèrent que l'arrangement fonctionnait étonnamment bien. Sophie bénéficiait de l'environnement stable et de la présence constante d'Élodie. Thomas appréciait la vie que les deux apportaient à sa maison, auparavant solitaire. Le projet Voix invisibles prenait forme rapidement. Élodie s'y consacrait avec passion, utilisant son expérience personnelle pour créer un programme véritablement significatif. Avec le soutien et les ressources de Thomas, ils réussirent à établir des partenariats avec des hôpitaux, des écoles et des institutions spécialisées, élargissant exponentiellement la portée du projet. Un après-midi particulièrement important, Thomas revint d'un voyage à Paris avec une surprise. Mathieu viendrait passer le week-end avec eux. « Il traverse une bonne période », expliqua-t-il, un mélange d'espoir et d'appréhension dans sa voix. « Et il a demandé à vous connaître. »« À me connaître ?» questionna Élodie, surprise. « Comment ça ?» Apparemment, Isabelle lui a montré une photo de nous à la conférence de presse. Il a été fasciné par l'idée du projet Voix invisibles. Il a demandé s'il pouvait rencontrer la dame qui aide papa à aider des personnes comme moi. Thomas sourit ému. C'est la phrase la plus longue qu'il ait prononcée depuis des mois. Élodie sentit son cœur se réchauffer. « Ce sera un honneur de le rencontrer, » dit-elle sincèrement. Sophie est également impatiente. Je lui ai expliqué à propos de Mathieu et elle a décidé qu'elle voulait lui montrer sa collection de coquillages marins. Le week-end approchait, apportant avec lui attente et nervosité. Élodie prépara la maison méticuleusement, consultant toujours Thomas sur les préférences et besoins spécifiques de Mathieu. Sophie, dans l'une de ses périodes les plus lucides, aida à organiser des activités qui pourraient intéresser le garçon. Quand Mathieu arriva finalement, le vendredi après-midi, la première rencontre fut d'une délicatesse émouvante. Le garçon, avec ses grands yeux observateurs si semblables à ceux de son père, resta initialement à distance, examinant Élodie et Sophie avec une curiosité prudente. « Bonjour Mathieu », dit Élodie doucement, sans essayer de le toucher, ou d'envahir son espace. « Je suis Élodie, c'est un plaisir de te rencontrer enfin. » Mathieu ne répondit pas verbalement, mais hocha la tête, un petit geste mais significatif. Thomas observait la scène avec une tension évidente, clairement partagée entre le désir que tout se passe bien et la peur de voir son fils se replier comme tant de fois auparavant. Ce fut Sophie qui, étonnamment, créa la première connexion, réelle. « Tu aimes les coquillages ?» demanda-t-elle directement, montrant à Mathieu la boîte qu'elle portait. « J'ai une collection. Certains viennent de la mer, d'autres de rivière. Chacun a une histoire. » À la surprise de tous, surtout, de Thomas, Mathieu s'approcha avec hésitation et regarda la boîte. « Je peux voir ?» demanda-t-il d'une voix basse mais claire. « Bien sûr », répondit Sophie, ouvrant la boîte pour révéler sa collection méticuleusement organisée. « Celui-ci, par exemple, je l'ai trouvé à Biarritz quand j'avais à peu près ton âge. Et cet autre ?» Commença ainsi une conversation douce entre deux êtres qui, chacun à sa manière, habitaient des mondes légèrement différents du nôtre, mais qui, à ce moment-là, trouvèrent un langage commun. Thomas et Élodie s'éloignèrent discrètement, les laissant dans cette bulle spéciale de communication. « C'est incroyable », murmura Thomas, la voix nouée par l'émotion. Mathieu interagit rarement ainsi avec des étrangers, avec personne, en fait. Sophie a ce don parfois, répondit Élodie, également émue. Dans les moments de lucidité, elle parvient à se connecter avec les gens d'une manière presque magique. En observant cette interaction inattendue, Élodie sentit quelque chose changer en elle, une certitude silencieuse qu'ils étaient sur la bonne voie. Le projet Voix invisibles n'était pas seulement une initiative sociale ou une stratégie de relations publiques, c'était quelque chose de profondément personnel, né des expériences et défis que tant elle que Thomas affrontaient quotidiennement. Le week-end se déroula dans une harmonie surprenante. Mathieu, bien que toujours réservé, se montra plus ouvert que Thomas ne l'avait jamais vu. Sophie resta stable, ses histoires et sa gentillesse créant des ponts là où il n'y avait auparavant que du silence. Le dimanche soir,
Après que Mathieu se soit endormi et que Sophie se soit retirée, Élodie et Thomas s'assirent sur la terrasse, contemplant le ciel étoilé avec un verre de vin partagé entre eux. « Merci », dit finalement Thomas, brisant le silence confortable. « Pas seulement pour le week-end, mais pour tout. Pour avoir ramené la vie dans cette maison, pour avoir cru au projet, pour ne pas avoir abandonné même quand les choses sont devenues difficiles. » Élodie sourit, ressentant une paix profonde qu'elle n'avait pas éprouvée depuis longtemps. « C'est moi qui vous remercie, de m'avoir donné une chance quand tout a commencé par une erreur, d'avoir respecté mes limites, d'avoir vu une valeur en moi au-delà de ce que je pouvais voir moi-même. » Leurs mains se trouvèrent sur la table, un simple toucher mais chargé de signification. Ce n'était pas un geste romantique au sens conventionnel, c'était quelque chose de plus profond, une reconnaissance d'âme qui avait trouvé réconfort et compréhension l'une dans l'autre. « Que se passe-t-il maintenant ?» demanda Élodie, se référant non seulement au projet, mais à tout ce qui se développait entre eux. Thomas contempla la question un moment, faisant tourner doucement le verre de vin. « Je ne sais pas exactement, admit-il finalement, mais pour la première fois depuis longtemps, je suis véritablement curieux de découvrir, et je ne suis pas pressé. »« Moi non plus, » convint Élodie, sentant qu'ils étaient arrivés à une compréhension mutuelle. Il n'y avait pas besoin d'étiquette, de définition hâtive. Quoi que ce soit qui grandissait. Entre eux, amitié, partenariat, peut-être quelque chose de plus, cela pourrait se développer à son propre rythme, sans pressions externes. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait à ramener Mathieu chez sa mère, un appel inattendu interrompit le petit déjeuner. C'était l'avocat de Thomas, avec des nouvelles sur l'enquête concernant la fuite. « Nous avons découvert qui a transmis les informations au blog », annonça-t-il, sa voix tendue même au téléphone. C'était Isabelle, votre ex-femme. Thomas pâlit, regardant rapidement vers Mathieu, qui heureusement était occupé avec Sophie dans une autre pièce. « Vous êtes sûr ?» demanda-t-il, la voix basse et contrôlée. « Absolument. Nous avons des preuves irréfutables. Email, transfert, bancaires, tout. Apparemment, elle a engagé un détective privé pour vous suivre et recueillir des informations. Ensuite, elle a tout transmis au blog par l'intermédiaire d'intermédiaires. » Élodie observa la douleur et la trahison sur le visage de Thomas, ressentant une vague de compassion. Même après des années de divorce, même avec toutes les difficultés qu'ils avaient affrontées, elle n'aurait jamais imaginé qu'Isabelle serait capable de quelque chose d'aussi calculé et cruel. « Que voulez-vous faire ?» demanda l'avocat. « Nous pouvons la poursuivre pour diffamation, invasion de la vie privée. Les preuves sont solides. » Thomas respira profondément, visiblement en train d'essayer de contrôler ses émotions. « Non, » décida-t-il finalement. « Nous ne ferons rien, du moins pour l'instant. Vous êtes sûr ? Après tout ce qu'elle a fait, elle est la mère de mon fils, » répondit Thomas avec fermeté. « Je ne veux pas entraîner Mathieu au milieu d'une bataille publique entre nous. Il a déjà traversé trop d'épreuves. » Après avoir raccroché, il resta silencieux pendant quelques minutes, absorbant la révélation. Élodie s'approcha, touchant doucement son bras. « Vous allez bien ?»« Non, » admit-il, avec une honnêteté crue. « Mais j'irai bien, nous irons. »« Bien. » Il la regarda, une détermination renouvelée dans ses yeux. « Je ne permettrai pas que cela nous définisse, Élodie. Ni moi, ni vous, ni ce que nous construisons ensemble. » Elle acquiesça, comprenant la profondeur de cette décision. Il ne s'agissait pas seulement de pardonner à Isabelle ou d'éviter un scandale. Il s'agissait de choisir consciemment une voie différente, une qui privilégiait la guérison plutôt que la vengeance, l'avenir plutôt que le passé. À ce moment, en regardant Thomas, Élodie sentit la certitude d'une chose. Indépendamment de ce que l'avenir réservait, ils avaient trouvé quelque chose de précieux l'un dans l'autre, une compréhension mutuelle, un respect profond, un partenariat qui transcendait les définitions conventionnelles. Le projet « Voies invisibles » ne serait que le début d'un voyage partagé. Il y aurait des défis sans aucun doute. Sophie aurait encore ses jours difficiles. Mathieu affronterait encore des obstacles dans son parcours. Le monde extérieur essaierait encore de les étiqueter et de les juger. Mais ensemble, non. Pas comme patron et employé. Non pas comme figures définies par leurs circonstances ou limitations, mais comme deux êtres humains qui ont choisi de voir au-delà des apparences. Ils trouveraient leur chemin. Leur histoire ne se terminait
pas par un grand geste romantique ou une déclaration dramatique. Elle se terminait, ou plutôt continuait, avec un simple dîner partagé ce soir-là. Un moment de normalité conquise après des semaines de tumulte. Mathieu était retourné chez sa mère, promettant de revenir bientôt. Sophie se reposait dans sa chambre après une journée émotionnellement intense. Élodie prépara un repas simple, semblable à celui qu'elle avait cuisiné le premier jour où elle avait chanté dans la cuisine de Thomas. Pendant qu'elle servait, elle commença à fredonner doucement, comme elle le faisait toujours en cuisinant, la même mélodie qu'il avait entendue lors de cette première rencontre inattendue. Thomas sourit, reconnaissant la musique. Et, à la surprise d'Élodie, il commença à l'accompagner. Pas avec perfection, mais avec un effort sincère et émouvant. C'était la première fois qu'elle l'entendait chanter, la première fois qu'elle le voyait s'abandonner si complètement qu'à un moment de pure joie. Ce n'était pas une fin, c'était un commencement, de quelque chose de nouveau, encore indéfini mais certainement précieux. Un commencement construit sur l'erreur et le hasard, développé à travers des défis et des révélations, et maintenant s'épanouissant en possibilités qu'aucun des deux n'aurait pu imaginer lorsque leurs chemins se sont croisés par erreur dans cette cuisine des mois auparavant. La vie, après tout, suira